7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Je commence avec cette relance, Louis Rigaudière, vous nous aviez manqué. Mais oui, Maud, merci. Enfin de retour après une belle période estivale qui m'aura permis de me déconnecter de toute actualité stressante et oppressante. Mais pas d'inquiétude, j'en ai quand même profité pour mettre de côté certains extraits qui méritent d'être relevés. Et on commence avec Lucie Castet. Oui, impossible de passer à côté. Maintenant que l'hypothèse Nouveau Front Populaire est définitivement écartée, on peut désormais se rendre vraiment compte de ce à quoi nous avons échappé, surtout en voyant l'arrogance et la morgue avec laquelle cette candidate pour Matignon balance des mensonges et des diffamations presque aussi grosses que son melon. Beaucoup de gens qui ont voté pour le Rassemblement national, y compris parce qu'ils adhèrent à des thèses racistes, mais qui sont des thèses qui sont construites non pas, qui sont pas le fruit de leur expérience qu'ils auraient vécu dans leur vie quotidienne, mais parce qu'en fait ils regardent CNews et que sur CNews c'est dit que les Arabes et les Noirs sont méchants et qu'il y en a trop en France. Enfin c'est véridique, les gens disent ça et c'est parce qu'ils regardent CNews et donc je pense qu'il faut davantage réguler la presse. Oui, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Un sujet que nous avons également beaucoup traité, la liberté d'expression et les réseaux sociaux. Oui, cette période restera également marquée par une actualité dense et par des actions alarmantes contre la liberté d'expression. Il y a presque un an, j'avais commenté l'introduction du règlement DSA par Thierry Breton, visant à réguler les réseaux sociaux et à censurer les contenus considérés comme haineux par l'élite. Et récemment, Thierry Breton a de nouveau fait parler de lui en sommant directement Elon Musk de renforcer la censure sur X. Cette démarche n'a pas seulement échoué à convaincre Musk, mais a également vu Bruxelles prendre ses distances avec le commissaire européen, comme l'a souligné Florian Philippot. Bruxelles critique, c'est le titre. Bruxelles critique Thierry Breton pour sa lettre contre Elon Musk. L'avertissement du commissaire européen au marché intérieur adressé aux propriétaires du réseau social X n'a pas été approuvé. Ça, c'est le chapeau de l'article du Financial Times qui révèle tout. Alors, c'est repris beaucoup dans toute la presse française et dans toute la presse à l'étranger. Par exemple, Le Monde, le 14 août, a sorti un article, le titre « La Commission européenne prend ses distances après la mise en garde de Thierry Breton à Elon Musk ». Je vais vous citer un petit extrait. Le timing et la formulation de la lettre n'ont été ni coordonnés ni convenus avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou le collège des commissaires, a déclaré Ariana Podesta, porte-parole de la Commission européenne. La précision n'est pas anodine et sonne comme un désaveu du moment choisi par M. Breton pour hausser le ton, alors que Bruxelles retient son souffle en vue du scrutin américain. Le malaise au sein de la Commission européenne est palpable, je cite. D'ailleurs, l'exécutif européen n'a pas défendu Thierry Breton face à l'insulte d'Elon Musk qui a invité le commissaire à aller se faire, etc. Très bien. Voilà. Louis Rigaudière, vous revenez maintenant sur les émeutes au Royaume-Uni. Oui, pendant l'été, nous avons pu assister à d'autres événements graves qui ont permis d'illustrer cette censure de façon concrète, comme lors des émeutes au Royaume-Uni où l'on a pu voir des Anglais en état d'arrestation après un simple post publié sur les réseaux sociaux. Le récit était écrit et tous ceux qui le contestaient allaient se retrouver devant la justice. Et certains agents du système, comme Raphaël Arnaud, ont même fait le déplacement pour tenter de neutraliser ceux qui se révoltaient contre le pouvoir en place, présentés comme des méchants fascistes d'extrême droite. Dans le grand cirque antiraciste, Raphaël Arnaud tient la place de clown international. Il se déplace désormais pour participer à ce sketch. Parce que pour moi, c'est un sketch. On vient de l'entendre nous parler de milices d'extrême droite qui parcourraient les rues en Angleterre, etc. Tout ça est faux. Tout ça est faux. Il n'y a pas de milices d'extrême droite ces derniers jours dans les rues anglaises. On voit des milices... On n'a pas vu des poètes et des hippies dans les rues là ces derniers temps quand même. On voit des milices musulmanes issues de l'immigration avec des couteaux aussi. Mais c'est pas... Et ensuite, je termine. Oui, vas-y. En Angleterre, ceux qui sont sortis dans la rue sont les gens normaux, lambda, qui en ont ras-le-bol de l'immigration. Allez, petite parenthèse enchantée avec les Jeux Olympiques maintenant. Et maintenant, retour en France et ces Jeux Olympiques qui se sont finalement bien déroulés, mais au prix de plusieurs atteintes à des droits fondamentaux. Outre les milliers de caméras dernier cri, de drones, de policiers venus du monde entier pour nous faire croire que Paris est enfin devenu une ville sûre, certains droits constitutionnels ont été sciemment bafoués, comme en témoigne un journaliste chez Greg Tabibian. C'est-à-dire que légalement, là, il n'y a pas le droit de manifester pendant les JO ? Ah non. Mais tu veux que je te cite l'article ? Je n'ai même pas entendu parler de ce truc. Je vais te citer l'article. Point 14 du contrat de ville hôte. Absence d'activité incompatible. La ville hôte, le Comité national olympique hôte et le COJO acceptent et confirment que aucune manifestation, conférence ou autre réunion majeure
qui pourrait avoir un impact sur le succès de la planification, de l'organisation, du financement et de la tenue des Jeux ou sur leur exposition publique aux médias ne se tiendra dans la ville hôte même, dans ses environs ou dans les villes accueillant d'autres sites de compétition dans leurs environs, pendant les Jeux ou pendant la semaine qui les précède ou celle qui les suit, sans l'accord écrit préalable du CIO. Attends. C'est-à-dire que c'est le CIO qui va décider si on a le droit de manifester? Ou de faire une réunion ou une conférence, ouais. Avant et même après? Ouais. Voilà, donc et dire qu'il y en a pour qui ces mesures liberticides et ces atteintes graves à la vie privée ne dérangent pas plus que ça finalement. D'ailleurs, un autre journaliste a même appelé à pérenniser ce système de surveillance oppressant et généralisé pour le bien des femmes. Si la sécurité des femmes passe par le maintien des milliers de caméras de sécurité que la loi votée pour l'organisation des Jeux Olympiques a permis de mettre en place, j'ai envie de dire, allons-y. Parce que la sécurité de nos concitoyens, et notamment des femmes, elle est quand même plus importante que les questions déontologiques, pseudo-déontologiques, parce que là, on fait de la déontologie quand on parle de la sécurité des femmes. Et donc, je pense que effectivement, on commence déjà à parler de l'héritage de Paris 2024. Donc, si l'héritage doit permettre de maintenir des conditions de sécurité. Alors, les policiers, les gendarmes vont retourner évidemment dans leur caserne, mais les moyens de surveillance, si elles permettent d'avoir un effet dissuasif pour permettre aux femmes d'être plus en sécurité, j'ai envie de dire, allons-y. Voilà, donc et pendant cette période, cette parenthèse sportive, Emmanuel Macron, qui devait être occupé à nommer un nouveau gouvernement, en a clairement bien profité en s'affichant fièrement dans les différents stades ou sur son bateau du fort de Briançon, comme si aucune crise n'avait d'emprise sur cet homme déconnecté de tout, comme le dénonce Pierre Gentillet. Les forces politiques de tous bords appellent à ce qu'il y ait un gouvernement. Emmanuel Macron est aux abonnés absents. En revanche, dès qu'il s'agit de venir se montrer sur un stade pour essayer de réinsuffler un petit peu de popularité, ce qui d'après moi d'ailleurs ne fonctionne pas, là, il n'y a aucun problème. Pardonnez-moi, c'est se moquer du monde. Cet homme se moque du monde, vraiment. Et ça s'additionne, pardon, je termine, ça s'additionne aussi avec les images qu'on a vues d'Emmanuel Macron en vacances, tout sourire. Je crois que c'était au fort de Brégançon. Je veux dire, mais le président de la République a le droit d'avoir des vacances, mais en pleine crise politique. Mais je veux dire, mais les Français qui ont découvert ça, se disent, mais de qui se moque cet homme? De qui se moque-t-on? Et vous nous parlez maintenant d'une photo qui a fait le tour du monde pendant l'été. Et oui, pendant ses vacances, le couple Macron et plus particulièrement Brigitte a dû faire face à une nouvelle polémique sur son physique qui a choqué des millions d'internautes à travers le monde après la publication d'une photo de la première dame en maillot de bain. Notre chroniqueur Alexis Poulain a décrypté dans le détail le cliché sur sa chaîne YouTube. La photo des vacances de Brigitte et Emmanuel Macron que vous avez vu passer. Emmanuel joue avec ses copains garde du corps, enfin on sait pas trop, et Brigitte le regarde amoureusement derrière avec sa casquette. Et puis il y a des petits malins qui se sont amusés à zoomer sur l'entrejambe de notre bien-aimée première dame, Brigitte Macron. Et alors c'est marrant parce que on y voit la suppression de 1500 postes d'internes, incroyable. On y voit une dette de 3000 milliards d'euros. On y voit la suppression de 500 postes de professionnels de l'aide sociale à l'enfance. On y voit aussi une coupe budgétaire de plus de 10 milliards d'euros, 20 milliards d'euros au total. On y voit aussi la réforme de l'assurance chômage. On y voit la retraite à 64 ans. On y voit toutes les lois antisociales qui ont été votées depuis 2017. C'est incroyable ce qu'on voit dans l'entrejambe de Brigitte Macron. Ça, c'est vraiment du Alexis Poulain. Voilà. Et on revient maintenant sur cette variole qui nous a bien fait paniquer ces derniers jours. Oui, toutes ces lois antisociales citées précédemment ont bien failli devenir le cadet de nos soucis à cause de l'émergence d'une maladie qu'on avait presque réussi à oublier, la variole du singe. Mais c'était sans compter l'aide de l'OMS qui a déclenché sa fameuse alerte au niveau mondial. Une alerte qui a d'ailleurs scandalisé Didier Raoult qui s'exprimait chez Idriss Aberkane. Quand est-ce qu'il y aura une sanction à lancer des alertes de cette nature-là qui affolent la population? Il y a des gosses qui sont complètement désespérés actuellement. On a de vrais problèmes actuellement pédopsychiatriques. Moi, oui, c'est vrai. Ouais. Je suis bien placé, j'ai une fille pédopsychiatre, une femme psychiatre, des vrais problèmes psychiatriques, parce qu'on ne peut pas affoler les gosses sans arrêt, avec tous les jours un nouveau désastre prévu qui ne se passe pas, pour lequel ils ne sont pas concernés, parce que honnêtement, les gosses concernés par le Covid-19, il n'y en avait pas. Donc tout ça, il faut à un moment, il faudra bien qu'il y ait, je ne sais pas quoi, une réflexion de fond avec des sanctions de fond.
Donc ça serait quand même dommage d'à nouveau plonger dans nos vieux travers autour de la pandémie et qui avait clairement énervé l'infectiologue de renommée mondiale et qui s'était d'ailleurs bien défendu en 2020 face à un Jean-Jacques Bourdin très offensif. Vous avez dit justement, pour corroborer ce que vous venez de dire, on n'a pas soigné les gens. C'est un choix qui a été fait, On n'a pas soigné les gens. C'est-à-dire que vous affirmez que des médecins ont tué des patients, s'ils n'ont pas soigné. Non, gardez vos déductions pour vous-même. Mais ce ne sont pas des déductions. Si, vous faites des déductions. Ce que je vous dis, globalement, quand on dit aux gens, si vous êtes malade, restez à la maison et prenez du Doliprane, on ne soigne pas les gens. Voilà, point final. Après, les déductions... Donc on risque de les tuer. Ils risquent de mourir, en tout cas. Oui, on risque de les tuer, les médecins qui prennent ces décisions. Que les gens meurent ou que vous les tuez, c'est un point différent. Moi, j'assume très bien ce que je fais. Chez moi, les gens que j'ai soignés, il y a 0,5% de mortalité, c'est la plus basse au monde. Vous avez dit aussi, pardon Didier Raoult, vous avez dit aussi, ici à Paris, on comptait les morts, moi je comptais les positifs. Vous l'avez dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai ? Mais les statistiques... n'est-ce pas insultant quand même à l'égard des soignants d'Île-de-France, des familles de victimes. Je vous pose franchement, ça a choqué. Vous comprenez que ça a choqué ? Mais vous croyez, alors je vais vous dire, allez-y, ici à Paris, je ne viens pas souvent. Oui, mais ici, tant mieux. À Marseille, je suis extrêmement populaire. Mais je ne savais pas comment les choses sont à Paris. Ça n'a rien à voir, ça. Si. Donc vous croyez que les gens... Vous croyez que les gens... C'est pas la popularité qui soigne, Didier Raoult. Non, c'est moi qui soigne. C'est pas vous non plus qui soignez. Non, vous avez déjà soigné quelqu'un dans votre vie. Moi, je suis pas. Vous avez sauvé quelqu'un dans votre vie. Non, alors calmez-vous. Non, mais Didier D'accord. Non, écoutez, calmez-vous. Non, mais donc m'expliquez pas la médecine et m'expliquez pas ce que c'est soigner les gens. Je n'ai fait que soigner les gens. J'ai fait soigner les gens, mais si vous faites pas le diagnostic des gens, vous pouvez pas les soigner. D'accord. Donc donc ce que je vous ai dit et ce que je vous répète, et n'en faites pas de déduction foireuse. Je vous ai dit, quand on dit aux gens ne faites pas de diagnostic, restez à la maison et que le message du SAMU... On tue des gens. On ne tue pas des gens. Écoutez, vous allez me le répéter 10 fois, puis je vais me lever et m'en aller. Donc vous écoutez ce que je vous dis, d'accord ? Ce serait une erreur. Non, je m'en fiche de vous. Vous savez, de votre pluralité, je m'en fous aussi. Voilà. Donc si on s'en fout, on peut partir tous les deux, je m'en fous. Bon, alors allez-y. Vous l'avez bien compris. Allez-y. Je m'en vais. Posez-moi des questions intelligentes et arrêtez de me répéter les choses. Alors, est-ce que vous avez tué des gens et tué des gens ? Ça n'est pas intelligent. Ne me dites pas que je ne pose pas de questions intelligentes. Si, je vous le dis. Mais c'est très gênant. Oui, il est parti finalement ? Non, il est resté. Et pour terminer, vous avez relevé une belle séquence malaise qui concerne la guerre en Ukraine. Oui, j'avais pris l'habitude pendant la saison 3 de clôturer mes chroniques en parlant d'une certaine chaîne d'information à 3 lettres et qui parlait très régulièrement de l'Ukraine dans la quasi-totalité de ses programmes. Sauf que cette fois, ils se sont un petit peu pris les pieds dans le tapis avec cet extrait d'un soldat ukrainien arborant fièrement sur le champ de bataille un casque de la Seconde Guerre mondiale et qui visiblement choque les journalistes en plateau. Les Ukrainiens ont fait comprendre aux Russes qu'ils ont des capacités d'action qu'ils n'avaient pas présupposées, et donc ça augmente, dans la perspective de futures négociations, la main des Ukrainiens. Je vous voudrais regarder le casque, peut-être, qui est un peu curieux, ce casque. Voilà, on a l'impression qu'il y a des insignes SS dessus. Alors c'est peut-être le signe Azov, peut-être, qui est modifié, mais c'est vrai que c'est un peu curieux ce casque, et pas très heureux si c'est un soldat ukrainien qui se balade en Russie, voilà. On a vu des panneaux qui me semblent correspondre à des communes. Oui, Belgorod, on a vu, c'était écrit Belgorod, et la deuxième localité, je l'ai pas vue, mais en tout cas Belgorod, en tout cas c'est sûr. En plus, sur cet début de la guerre que c'est des nazis qui sont dans l'armée ukrainienne, donc oui, ce serait bien qu'il enlève le casque. Ouais, si c'est ça, et si c'est pas. D'où viennent ces images? Oui, c'est ça qui Si c'est pas, normalement toutes nos images sont vérifiées évidemment, mais si c'est pas évidemment. Ça sur le côté. Voilà. Voilà, donc après ce casque un petit peu curieux et mon petit florilège de l'été, très loin d'être exhaustif, vous l'aurez compris, ravi de vous retrouver pour cette saison 4 et je vous dis à jeudi prochain. Et on va pas s'ennuyer. Merci beaucoup Laurie Gaudière. Merci Maud.